Pas de klaxon dans les rues, ni de stress quand tu déposes quelqu'un ou que tu te gares. Globalement, les gens au volant sont patients. Vous mettez les warnings, vous gênez un poil ou vous prenez le temps pour vous garer, on ne vous insulte pas. La nuit, presque personne ne vous fait les pleins phares. J'ignore si c'est une question de caractère ou si les phares sont mieux réglés ou moins éblouissants en Espagne. Le doute subsiste. En Espagne aussi, en Catalogne, en tant que femme, en ce qui me concerne et autour de moi, on n'est pas embêté. Ni dans la rue, ni seul chez nous quand les ouvriers doivent venir pour réparer quelque chose, qu'il y a besoin du plombier, de l'électricien ou qu'il y a des travaux à faire, ni au restaurant si on est seul, ni au camping. Les rapports hommes-femmes sont beaucoup moins tendus, je trouve. Par contre, pour les adeptes de la drague, il va falloir s'inscrire sur des apps parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait une quelconque ouverture dans la vie réelle. Bonjour, je suis Yaël ou Maya, comme vous préférez, les deux prénoms sont les miens et vous êtes sur le podcast Fais un effort, entre guillemets, point d'exclamation, les chroniques du TSA. Je suis père aidante familiale professionnelle et mon champ d'action spécifique, c'est l'autisme. J'ai été chef d'entreprise et employeur notamment avec des personnes avec troubles du neurodéveloppement durant une vingtaine d'années. Concernée dans ma vie personnelle d'abord et puis professionnelle et associative par l'autisme, le TDAH, les troubles anxieux et autres joyeusetés, je me forme depuis quelques années et j'informe depuis février 2024 sur ce podcast en parallèle de mes activités d'accompagnement et intervention auprès des établissements. Mon but, c'est à travers une sorte de psychoéducation et de connaissances fines de nombreuses couleurs que peuvent prendre dans nos vies d'aidants et dans nos vies personnelles ces troubles du neurodéveloppement. Mon intention donc, c'est de donner des clés de lecture pour réduire la violence des situations et des rapports entre les gens. Aujourd'hui, par contre, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je vais vous parler des différences de reconnaissance et de prise en charge de l'autisme, mais aussi du HPI, au niveau éducatif et au niveau médical, entre la France et l'Espagne. Plus spécifiquement, je vais vous parler de comment ça se passe en Espagne, en Catalogne. Parce que oui, notre parcours familial nous a conduits d'abord hors de Suisse, mon pays natal, pour passer 18 ans en France et depuis plus de 10 ans maintenant en Espagne. Alors, je voudrais faire ici un petit coucou et une dédicace à Raph d'Intensément Podcast parce que cet épisode, initialement, il était prévu chez lui et c'est moi qui ai changé d'avis parce qu'il a une façon de travailler bien plus cool que moi qui scripte tout et que je n'ai pas envie de faire trop d'heures, de lui faire faire trop d'heures surtout de montage à cause de mes ou hésitations quand c'est spontané et filmé. J'en profite pour vous remercier, vous qui écoutez ce podcast, pour votre tolérance, votre gentillesse et votre acceptation de mes nombreuses imperfections vocales et de montage d'ailleurs, puisque j'en fais vraiment très peu. Cet épisode, il est né de nos échanges avec Raph. Alors merci à toi Raph pour cette idée, pour le travail que tu fais toi et pour ton amitié. Et avant de parler en détail des choses qui concernent directement les familles avec autisme en Espagne, une nuance importante. Cet épisode-là, vraiment beaucoup plus que les autres épisodes de ce podcast, il est vraiment lié à notre propre expérience, largement plus qu'à mes compétences professionnelles ou à mes recherches. Donc je vous partage les infos que j'ai en tant que famille vivant dans la communauté autonome de Catalogne, avec des enfants scolarisés dans le public et par rapport au système de soins majoritairement public également. L'Espagne, vous le savez, c'est un État décentralisé avec 17 communautés et 2 villes autonomes qui disposent chacune de leur parlement, de leur président, de leur gouvernement autonome. Les systèmes peuvent être complètement différents dans les autres communautés autonomes. Moi, là, je parle de la Catalogne. Et ensuite, évidemment, comme partout, au-delà des institutions et des règles, il y a pas mal de choses qui sont personnodépendantes. Donc notre expérience familiale, elle reste profondément teintée de nos personnalités et des personnalités des gens qui nous entourent et ça ne pourra pas être généralisé. Et puis ensuite, quelques généralités sur nos vécus en Espagne. Il fait hyper chaud en été. Et encore, je ne vous parle pas de l'Andalousie. Bon, mais ça, vous vous en doutez, et ce n'est pas l'information capitale. Quand vous vivez dans une communauté autonome qui a sa propre langue, comme le catalan dans notre cas, apprendre la langue des gens vous ouvre très très clairement des portes et des cœurs. Et là, si, ça c'est une information vraiment importante. Mes enfants avaient 5 et 9 ans quand on est arrivé. Personne ne parlait un mot d'espagnol ni de catalan. C'était gonflé, mais on l'a fait. J'ai fait le choix personnellement de commencer par le catalan
même si directement l'entourage et les Catalans eux-mêmes me conseillaient de commencer par l'espagnol en me disant que c'était plus facile et que je parlerais partout. Moi, j'ai été un petit peu butée. J'ai choisi le catalan pour plusieurs raisons. D'abord parce que 70% des cours, 70 pour les Français, des cours à l'école sont en catalan. Le reste en castillan, espagnol et en anglais aussi. Donc pour ces deux raisons, l'intégration et comprendre ce que faisaient mes enfants à l'école, c'était important pour moi de parler le catalan. Et puis le castillan, il est rentré tout seul. Au bout de quelques années, sans faire un cours et après avoir vaguement fait 3 leçons sur la méthode Assimil que je m'étais achetée, je me suis rendu compte que je lisais et j'écoutais l'espagnol sans problème. Par contre, il m'a vraiment fallu plus de temps et de pratique pour réussir à le parler. À un moment donné, j'ai même carrément dû faire le choix avec mes salariés. En fait, j'avais plus de salariés catalanes, j'avais que des espagnols. Et du coup, j'ai fait le choix de passer complètement sur l'espagnol. Au début, je baragouinais, bon, mais je m'y suis mise et le déclic est venu assez vite. Mais parler la langue, le catalan, c'est vraiment quelque chose qui nous a ouvert beaucoup de portes. Et puis, une autre expérience qui ne va pas vous surprendre pour ceux qui sont déjà venus, que ce soit à Cadaqués, à Gérone, Rosas, Figueras, Barcelone, quand vous parlez l'espagnol avec un accent francophone, vous n'êtes pas toujours bien reçu ou pas toujours traité dans des bonnes conditions. Je veux dire, au quotidien, je ne parle pas de quand on vient en touriste. Par contre, quand on parle catalan, même super mal, vraiment, les portes et les cœurs vont s'ouvrir. En fait, très brièvement, les Catalans ont été maltraités par Franco, et ça c'est peu dire, et leur langue était interdite. Ils encouraient un risque très très grand à la pratiquer. En cours de catalan, par exemple, parce que là pour le coup j'ai pris des cours, j'apprenais avec des grands-mères et des grands-papis qui avaient presque jamais appris, enfin qui n'avaient carrément jamais appris à écrire leur langue maternelle, qu'ils ne savaient pas l'écrire. Et le catalan n'est pas facile à écrire. Tant la répression et le danger étaient grands. Donc, on a à peine une génération qui a vraiment pu revendiquer son identité, la génération à peu près de mon âge, ce qui explique, et là, encore une fois, c'est vraiment un survol bien trop rapide que je vous fais, mais ce qui explique donc un tout petit peu le côté politique de la langue et l'importance que les Catalans y apportent et le cadeau qu'on leur fait quand on prend le temps de s'y attacher, de s'y attarder et qu'on fait l'effort. Là, pour le coup, faire un effort, ça vaut vraiment la peine. Donc, en résumé, si vous voulez que ça se passe bien en Catalogne, dans un souci d'implantation, pas pour le tourisme, apprendre la langue du peuple, c'est le premier pas. Arrêter de mettre du beurre sur le pain des sandwichs, ça serait le second pas. Ça sera remplacé par de la tomate écrasée, une tomate spéciale pour ça, avec de l'huile d'olive, du sel, certains frottent un peu d'ail. C'est très très bon, tout le monde a la même haleine à 9 ou 10 heures du matin, donc ça passe très bien. Et justement, ça m'amène au troisième petit pas qu'on peut faire pour s'intégrer, c'est pratiquer l'asmorzar. Donc c'est un gros goûter salé à 9 heures ou 10 heures du matin avec du pain tomate. Et puis, quand Noël arrive, est-ce que vous connaissez la tradition du caganer ? Alors ça, je vous laisse chercher et mettre en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait toujours son petit effet dans la crèche. Alors à présent et rapidement, d'autres petites généralités un tout petit peu plus précises. Et ensuite, promis, on parle d'éducation, de l'éducation nationale, du système de santé, un tout petit peu du HPI et un tout petit peu des IP aussi, des informations préoccupantes. Alors, quelques généralités. Le passage piéton, c'est basique, c'est simple. Et c'est la loi, qui n'est pas toujours respectée ailleurs, mais priorité aux piétons. Faites gaffe, parce qu'ils ne regardent pas et ils traversent direct. Je vous assure que quand on arrive du sud de la France, moi mes dernières années en France, j'ai vécu dans le sud, et j'avais bien plus peur de me faire rentrer dedans si je m'arrêtais pour un piéton. Je savais que le piéton, lui, il faisait gaffe et qu'il n'allait pas traverser devant nous. En Catalogne, c'est l'inverse. Les piétons traversent, quelle que soit la vitesse où vous arrivez, et si vous avez des voitures qui vous collent derrière. Donc, quand on est en voiture, on est vraiment un danger pour les piétons. Donc, c'est la règle, point. Ils sont prioritaires, ils le savent, ils y vont. Pour ne pas renverser quelqu'un, il faut vraiment s'habituer très très vite à regarder aux abords des passages et à s'arrêter même avant que le piéton commence à manifester son envie de traverser. Souvent, on s'arrête et les gens font signe, non, en fait, je ne traverse pas. D'accord, très bien, au revoir. Merci madame, merci monsieur. Une fois qu'on a compris, tout va bien. Sauf si derrière, vous avez un Français immatriculé en 31 ou 13. Oh, le cliché, pardon. Mais bon.
Lui, il va piler parce qu'il n'est pas encore habitué si c'est un touriste. Quand on est du côté piéton, c'est hyper confortable et sécure. Ça donne des scènes aux horaires de rentrée ou de sortie d'école ou de collège ou de lycée. Ça donne des scènes assez ubuesques. En fait, quand on est en voiture pour aller chercher son ou ses enfants, il faut vraiment prévoir parce que vous pouvez attendre 10 minutes à un passage piéton parce que c'est l'horaire où il y a tous les gamins qui passent. Et ben vous attendez. Voilà, c'est comme ça, c'est à prendre en compte. Autre chose, c'est qu'il y a très peu de klaxons dans les rues. Il y a très peu de stress quand on dépose quelqu'un, quand on se gare. Globalement, les gens au volant sont plus patients. Évidemment, moi j'ai un gros biais. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les dernières années en France, les 12 dernières années, ça fait quand même pas mal. Je les ai passées dans le sud, donc c'était quand même, disons que c'est une autre ambiance au volant. Mais ici, les gens sont patients. Vous mettez vos warnings, vous gênez un tout petit peu, vous prenez le temps de vous garer, on ne va pas vous insulter. Je vous l'ai dit aussi en introduction, en tant que femme, c'est assez étonnant de voir la tranquillité qu'on a, la sécurité qu'on a. Et ça aussi, c'est une expérience que j'ai retrouvée avec bonheur, disons, en Espagne. Sur le plan politique, l'Espagne, c'est un des pays les plus avancés au niveau de la parité, avec plus de 40% des femmes en politique et un gouvernement actuel qui est majoritairement féminin. Il y a beaucoup de femmes dirigeantes d'entreprises aussi, et vous en avez entendu parler très certainement. L'Espagne a mis en place le congé menstruel et d'autres choses très très positives sur le plan de l'équilibre et puis sur les droits des personnes. Par rapport au handicap, l'Espagne est particulièrement décoincée, j'ai envie de dire. Et ça a été un élément clé qui m'a fait décider de venir y vivre en 2015. Le handicap, il fait partie de la vie. On en parle, on ne le cache pas. On parle de sa santé, de la santé de sa famille. C'est pas rare à la sortie de l'école d'avoir une maman qui dit « Ah bah, je dois me faire une hystérectomie. Qui c'est qui peut s'occuper de mes enfants demain ?» Parce qu'en fait, on parle des choses... c'est même assez surprenant au niveau de la nudité aussi, ils sont beaucoup moins pudiques et donc il y a des choses qui peuvent surprendre suivant la culture de laquelle on arrive. Au niveau administratif, les démarches, il y a beaucoup de démarches qui sont beaucoup plus simples dans le champ du handicap notamment, mais aussi de façon plus générale. Ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et pour les exemples, au Parlement de Valence, depuis l'année dernière, il y a une jeune femme, Mar Galceran, qui est porteuse de trisomie 21 et qui siège au Parlement de Valence. Autre chose, les femmes seules ou divorcées sont très peu stigmatisées. À la limite, c'est une non-question en fait, dans les échanges avec les professionnels de santé, les écoles. Si la maman vient seule, on lui signale pas, on lui demande pas où est le papa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir. C'est pas gênant, c'est vraiment une non-question. Et au niveau administratif, je vous le disais tout à l'heure, c'est très agréable parce qu'il y a une réelle simplicité administrative qui est teintée de bon sens et je vous assure, ça fait un bien fou. Un exemple de simplicité. Votre échéance d'impôt n'est pas passée, vous n'aviez pas les sous sur le compte, ou vous êtes mal organisé ou je ne sais pas quoi. Vous le signalez aux impôts ou à votre gestor, l'équivalent de l'expert comptable en France. Vous recevez un code barre, vous le scannez au distributeur de billets de la Caixa qui est équipé d'un lecteur de code barre et hop, c'est payé. Vous n'avez pas besoin de passer par la réception du courrier de motivation du fisc, la réception de la mise en demeure, de l'injonction de payer et toutes ces choses-là. C'est extrêmement simple. Un autre exemple un peu plus détaillé de bon sens, j'ai bénéficié de la visite inopinée de l'inspection du travail dans ma société espagnole 3 mois avant de la fermer. Parce que si vous avez suivi un petit peu mon parcours, donc j'ai fermé mes 2 entreprises pour me dédier entièrement à mon activité actuelle d'accompagnement en santé mentale. Et donc l'inspecteur m'a épinglée parce que les étagères n'étaient pas fixées au mur et auraient dû l'être pour des raisons de sécurité. Alors, je lui ai signalé que j'allais cesser l'activité et que ça m'embêtait très franchement de cochonner les murs avant de céder le bâtiment. Et je lui ai demandé combien de temps j'avais pour mettre aux normes ça, en me disant, et il a parfaitement compris, que selon le temps, il suffisait que je ne le fasse pas, je fermais, et puis point, fin de l'histoire. Et donc non, parce que j'avais 2 mois. Et c'était juste avant que je ferme l'activité, ou à peu près à ce moment-là. J'ai stoppé l'activité, ils sont venus contrôler 1 mois après. Donc au niveau du timing, ça collait. J'ai reçu un mail
de l'inspection du travail qui me disaient qu'ils avaient été accueillis par un monsieur qui n'était manifestement pas moi, en effet. Et l'inspecteur me demandait un papier qui justifiait soit de la vente de l'activité, c'était impossible parce que j'avais fermé, soit une attestation de fermeture de l'entreprise, ce qui n'était pas possible non plus parce que ça allait être fait le mois suivant, parce que liquidation, dissolution, ce sont des formalités, voilà. Alors, j'ai envoyé un mail en lui expliquant ça, en précisant que les salariés étaient partis vers d'autres aventures. J'avais donné les dates. Je me disais, bon, voilà, ce que je peux vous justifier, c'est qu'il n'y a plus de salariés. Et j'expliquais pourquoi je n'étais pas en mesure de lui fournir l'un ou l'autre des deux documents précis qu'il m'avait demandé en me disant, ça y est, c'est parti, connaissons les administrations. J'en ai pour je ne sais pas combien de temps pour essayer de leur faire entendre que, bon... Et ça sentait vraiment le bazar administratif, le genre de choses usant, injustes, en se disant mais comment est-ce que je vais pouvoir justifier d'un truc qui n'existe pas, fournir un papier? Bon, voilà, le serpent qui se mord la queue. Et bien cet inspecteur m'envoie un WhatsApp suite à mon mail et il me dit, j'ai vérifié auprès du registre de la sécurité sociale ce que tu m'as dit, c'est OK, j'ai pu tout confirmer, je clôt le dossier, tu n'as plus rien à transmettre et je t'envoie un mail formel pour te le confirmer. OK. Dans les 5 minutes, j'avais le mail officiel de l'inspection du travail qui clôturait le dossier sans autre formalité, sans pénalité, sans CERFA 3412,2.b à joindre, doublement paraphé par la préfecture avec signature authentifiée, avec un cabis de moins de 3 mois. Je suis essoufflée rien qu'à le dire. Dingue, j'en revenais pas. Un professionnel a été capable de consulter le registre voisin, de vérifier lui-même, de valider, clôturer sans m'enquiquiner. Vraiment dingue. C'était tellement, ça fait tellement du bien, ou alors simplement c'est du bon sens, mais vraiment ça fait du bien. Et vous aurez remarqué le tutoiement. Alors non, c'est pas qu'on était amis, le fait qu'il m'envoie un WhatsApp ou le tutoiement, ça se passe comme ça en Espagne. Il y a beaucoup de choses, y compris professionnelles, qui se passent par WhatsApp. Et je vous garantis que une inspection aléatoire, non avisée, même quand on sait qu'on a a priori rien à se reprocher, sauf les étagères pas fixées au mur, effectivement, ça impressionne. En tout cas, moi, ça m'impressionne énormément. Inspection du travail. Bonjour, je veux voir la patronne. Je vais procéder à une inspection. Elle était livide, la salariée qui est montée me chercher. Moi, j'en menais pas large non plus. J'étais là maintenant, mais vous voulez dire aujourd'hui, maintenant. Ah, bon. C'était pas prévu, en fait. Bon, on était bien loin du tutoiement. Mais en Espagne, le tutoiement, c'est plutôt la norme, la base. On tutoie le proviseur, on tutoie son banquier, on tutoie son médecin, on tutoie le policier. Et ça, à mon sens, ça participe à l'équilibre des relations. C'est quand même nettement plus horizontal. C'est un tout petit peu plus compliqué d'être dans une posture paternaliste ou de toute puissance ou de domination quand on est poliment tutoyé par la personne en face et réciproquement. Une autre chose, en parlant de police, c'est leur formation. Sur un point précis, les Mossos d'Esquadra, comme on dit en catalan, avec des cellules spéciales harcèlement, qui écoutent les parents, qui écoutent les jeunes, qui interviennent dans les collèges, avec, je trouve, beaucoup de justesse et de bon sens pour ce que j'en ai expérimenté. Alors, il faut quand même que je contrebalance un tout petit peu ce tableau qui pourrait paraître un peu trop idyllique. J'ajoute 4 bémols sous forme d'anecdotes. Ce n'est pas forcément des bémols, des anecdotes si, mais à savoir, par exemple, la Ritaline ou le Concerta, Elvanse ou autres formules de méthylphénidate pour le TDAH peuvent être prescrits directement par le médecin généraliste sur une ordonnance de longue durée. Point. Il n'y a pas d'autre exigence d'examen préliminaire, il n'y a pas d'obligation de renouvellement tous les mois et compagnie. Certains verront ça comme un super avantage. Ceux qui sont concernés par des soucis cardiaques ou qui ont une bipolarité qui aurait décompensé par la prise de Ritaline vont voir ça sous l'œil des risques sanitaires graves. Autre chose, et je change complètement de sujet, le sirop ici c'est à 6 €, le chocolat Lindt à 5 €. Donc si vous êtes adepte, faut passer la frontière et faire les courses en France. En général, c'est les Français du Sud qui viennent faire les courses en Espagne, mais pas pour tout, je vous assure. Et puis, une dernière chose, la distribution du courrier postal, dans mon village notamment, c'est absolument pire que caricatural. Ubuesque, je ne sais pas comment le décrire. En fait, il faut absolument rien en attendre. Correos, la poste espagnole, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va.
Et puis, quatrième petit bémol aussi sous forme d'anecdote, je vous ai parlé de la simplicité administrative, ça concerne aussi le dossier médical partagé. C'est hyper simple, c'est fluide, tout en étant en principe très sécurisé. Vous avez vos rendez-vous, vos comptes rendus, vos ordonnances, vos résultats d'analyse, vos radios, tout sur une app sécurisée. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi, gérer vos vaccins. C'est hyper pratique. Inconvénient, votre dentiste peut accéder à votre suivi psy, votre psy peut consulter votre suivi gynécologique, etc. Alors, quand votre psy est du même village que vous et qu'elle accède à votre suivi médical, ça fait bizarre. Il y a un truc très simple pour éviter ça. Évidemment, normalement, il y a des normes, hein, ça se fait pas. C'est pas quelqu'un du village qui va consulter comme ça, évidemment. Mais enfin, ça peut arriver dans un contexte de consultation médicale que quelqu'un que vous connaissez en dehors ou même simplement, votre dentiste, il accède à des informations que vous n'auriez pas souhaité qu'il voie, etc. Donc le truc très simple pour éviter ça, parce que en fait, j'ai vérifié, les psys publics, donc l'équivalent du CMP, ils ont accès à tout votre suivi médical dans le public et réciproquement. Tout ça, comme c'est la même entité, tout le monde a accès à tout. Donc la solution très simple quand on veut éviter ça, c'est dissocier public et privé. Et là, vous le cloisonnez entre professionnels de santé. Si vous souhaitez vous consulter un psy dans le privé, vous allez le payer plein pot ou être remboursé si vous avez une mutuelle. Et puis vous faites le reste dans le public ou l'inverse, comme vous voulez. Certains disent que le système espagnol est à deux vitesses, privé plus cher mais plus rapide et plus efficace, public pris en charge par vos cotisations, donc beaucoup moins cher. Disons qu'on ne le voit pas passer, mais saturé et moins compétent. Personnellement, sur le plan somatique, je suis hyper satisfaite du système de santé publique dont on bénéficie. Et les prises en charge autour de l'autisme au niveau de la santé mentale, je les trouve vraiment super intéressantes, y compris au CMP, tout ce qu'ils proposent pour les jeunes, pour les enfants, pour les parents, tout ce qu'ils proposent comme suivi, comme activité, comme groupe, je trouve ça vraiment très très bien fait et très en avance. Alors, on rentre maintenant dans le concret. On va parler du système scolaire et médical pour les personnes autistes sans troubles du développement intellectuel. Et juste encore un dernier truc avant. En Espagne, la psychanalyse, elle est très peu présente. C'est pas du tout la clé de lecture de base du professionnel de santé ou de l'éducation ou de l'enfance. La clé de lecture qu'il va utiliser dès qu'il a une famille en face ou un enfant qui souffre ou en difficulté. Et ça, c'est pas un détail. Allez, l'éducation. Je vous fais ça sous forme de liste. J'ai essayé de classer les choses un petit peu par thème. Donc, excusez-moi si c'est un petit peu dans le désordre. Voilà, sous les yeux, j'ai des listes, des checklists. Donc, dans l'éducation, en réunion de coordination avec les psychologues scolaires, par exemple, ou avec l'orientation, ou avec la direction, les profs principaux, on appelle ça les tuteurs, vous pouvez tout à fait amener un tiers. Vous pouvez demander au psychologue de votre enfant, à un père aidant familial, à un éducateur, de venir vous appuyer. Autre chose, il y a peu, voire pas, de remise en cause du diagnostic médical. Il y a parfois des petites remarques, mais c'est vraiment très faible. Globalement, c'est pris tel quel. Ensuite, ce qu'on appelle en Catalogne le PI, Pla Individualizat, donc l'équivalent du PAI, Plan d'accueil individualisé, il est mis en place très facilement, vraiment dans un dialogue assez fluide, avec assez peu de formalités. En cas de difficulté avec un élève, la posture de base, c'est plutôt de chercher à comprendre le déclencheur du mauvais comportement plutôt que de punir. On va chercher à favoriser les bons comportements et comprendre quels ont été les déclencheurs pour les mauvais. Il y a aussi une simplicité, je trouve, des relations au collège. Par exemple, mon fils va au groupe d'habileté sociale avec un autre enfant. Je récupère l'autre garçon qui est dans sa classe, ou alors c'est les parents de l'autre qui récupèrent mon fils. Bon, nos enfants le savent, on le dit aux enseignants, et voilà, il y a rien de particulier. On sent qu'il y a vraiment une bonne entente. Il y a un garçon qui arrive vers la conciergerie avec la capuche, et puis la dame de la conciergerie lui dit, va le taquiner, elle lui dit, mais tu sais, tu ne dois pas garder ta capuche, donc tu la retires, et puis elle le taquine, elle lui enlève, il rigole.
et fin de l'histoire. Certains élèves amènent des gâteaux en fin d'année pour leurs professeurs. Ça fait toujours plaisir. Il y a du partage comme ça. Il arrive que des élèves invitent des professeurs à venir les voir dans une prestation sportive ou musicale. Et il y a des profs qui viennent. Il y a une espèce de, voilà, de bonne entente quand même globale qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. La gestion des absences aussi est très, très différente de ce que j'ai pu connaître en France. Donc moi, avec le profil de mes enfants, il y a beaucoup d'absences pour fatigue, pour anxiété, pour insomnie, pour douleur physique. Il peut y avoir plein de choses. Et c'est arrivé que la psychologue scolaire voit simplement sur dossier, psychologue scolaire que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, signale à l'équivalent du CMP les absences nombreuses. Je croise la psychiatre du CMP en amenant justement mon fils et son copain au groupe d'habileté sociale. Elle me dit, ah, au fait, il y a la psy scolaire qui m'a signalé, il y avait beaucoup d'absences. Bon, ça va? Puis je dis, bah oui, ça va, il est super fatigué. En fait, il n'arrive pas à tenir le rythme en ce moment, donc souvent, et puis il est un peu anxieux. Bon, ah oui, bon, d'accord, bah écoute, on va le travailler, on va voir en groupe d'habileté, ou on va voir, t'as besoin que je te donne un rendez-vous? Je fais, écoute, non, je pense que ça va, là, c'est surtout l'anxiété a diminué parce que les profs ont mieux répondu. Là, il y avait pas mal de doutes, c'était pour ça. Au niveau de fatigue, bon, ben. C'est le rythme, on le sait. Ah bah oui, bah ça on connaît. Bon, bah écoute, je clôt le dossier, c'est bon, merci. Fin de l'histoire. Ok, super. Et vous le voyez, les absences sont pas du tout stigmatisées. Alors il y a diagnostic d'autisme, mais ça suffit. C'est pas du tout stigmatisé. Très régulièrement, et en fait ils me connaissent, donc j'appelle ou j'envoie un message sur l'équivalent de Pronote. Je dis ben aujourd'hui je l'amènerai plus tard ou aujourd'hui il va pas venir. Ah ok, c'est noté, absence justifiée, fin de l'histoire, avec mise en place obligatoire du côté des professeurs. Ils ont l'obligation sur Click-Edu, l'équivalent de Pronote, d'indiquer tout ce qu'ils font en classe et d'indiquer les devoirs de façon très précise. Il y a souvent des remises, des rappels à l'ordre parce que c'est difficile pour eux. En fait, je les plains, les profs. Ils ont tellement d'exigences. Je trouve que c'est franchement difficile. Mais alors, c'est vrai que du côté des familles et des élèves, c'est super confortable parce que tout est fait pour que l'élève puisse suivre. Il vient pas, bah il peut pas, ok, bah c'est tout. Fin de l'histoire, vraiment. Il suit à domicile. Quand il peut pas suivre parce qu'il est trop fatigué ou parce qu'il est malade, ben il rattrapera plus tard. Il y a pas de pression. On peut déplacer un examen. Il y a un petit peu de pression quand même, évidemment. Mais tout est globalement assez fluide. Il suffit d'en parler, dire bah, écoutez, là, ça va pas. Oh, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà. Une autre chose aussi qui change, qui fait beaucoup de bien, c'est que tout ce qui est rendez-vous médicaux, suivi psychologique, groupe d'habileté sociale, toutes ces choses-là se font sur le temps scolaire sans aucune difficulté. Et l'idée, c'est de ne pas surcharger les familles. L'a priori, c'est que du travail scolaire, ça peut se rattraper et que épuiser les familles en leur imposant ou en mettant des injonctions de prise en charge ou épuiser les élèves dans le temps hors scolaire, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Donc, voilà, tous ces rendez-vous-là sont pris sur le temps scolaire. Quand vous êtes commerçant ou que vous avez de la famille à l'étranger ou simplement que vous détestez parce que vous êtes autiste et vous supportez pas, vous voulez prendre des vacances, mais surtout pas pendant les périodes de vacances parce qu'il y a trop de monde, eh ben, c'est possible. Simplement, vous allez, au lieu que les absences soient justifiées, elles seront non justifiées. C'est marqué en absence, fin. Le souci des absences justifiées, c'est qu'en cas d'examen, s'il y avait des examens prévus sur cette période-là, l'élève va avoir un 0. Donc là, les enfants autistes en général, ça les fait vraiment beaucoup paniquer. Et en même temps, s'ils ont des 0 et qu'il ne manque pas la matière, il ne faut pas abuser. Hein. Évidemment, il ne faut pas abuser. Mais quand de temps en temps, vous avez votre cousine que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui se marie à l'étranger, eh bien, vous pouvez tout à fait y aller en famille, expliquer, ben voilà, on y va. Et puis, en général, ils sont même assez accommodants en disant, bon, exceptionnellement, on lui refera passer l'examen, comme ça, il n'aura pas 0. Donc, il y a une espèce de facilitation qui est hyper confortable. Ça m'amène très brièvement sur le sujet des IP, des informations préoccupantes. Moi, j'en suis arrivée au stade où j'ai dit à la directrice, parce que ça fait 8 ans qu'on se connaît maintenant,
Je lui ai dit: «Mais avec les 2 enfants, comment ça se fait que vous m'avez jamais fait d'IP avec, le nombre d'absences, le taux d'absence de mes enfants?» Et elle me dit: «Mais on n'a aucune raison». On voit que, en fait, les critères, c'est à partir du moment où les parents sont réactifs, voire proactifs, donc ne fuient pas les réunions, voir les demandes, répondre aux questions et puis, l'élève, n'arrive pas, avec des bleus, des coupures partout, sans chaussures, il voit que l'enfant est bien traité, voilà, qu'il est nourri, qu'il est logé, qu'il est aimé et ben ça suffit. Le reste, ils vont plutôt, eux, être à chercher des aménagements, à dire: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux, pour éviter d'arriver au refus scolaire anxieux, à la déscolarisation?» Petite parenthèse quand même, c'est très personno-dépendant. Là, je vous parle de l'expérience avec le second. Avec l'aîné, ça a été beaucoup plus difficile. Donc et c'était un autre directeur. Donc je suis un petit peu en train de vous vendre du rêve pour les personnes qui sont concernées. C'est quand même personno-dépendant, mais il y a aussi le système qui clairement favorise toutes ces choses-là. Une autre anecdote, mon fils en primaire devait aller à l'école en vélo parce que j'avais une obligation et je partais 15 minutes avant lui. Et nous, on habite une partie du village, une espèce de petit hameau qui est à un peu plus d'1 kilomètre du village, du vrai village, entre guillemets, et de l'école. Et on communiquait, j'avais informé son enseignant, qui était le directeur de l'école primaire, toute petite école primaire de village. Et puis, il savait, et il commençait à 9 heures. Et à 9h15, il m'envoie un message en me disant, peut-être même 9h30, 9h30, pas 9h15. Une demi-heure plus tard, il me dit, écoute, il n'est pas là. Et là, moi, je commence à m'inquiéter énormément. Et j'appelle à la maison. L'enseignant directement me dit, est-ce que tu veux que je monte en voiture? Je vais sur le chemin et je vais voir. Voilà, on avait tous les deux la peur qu'il soit au bord de la route. Et je lui dis, attends, je vais quand même voir si j'arrive à le joindre. J'arrive à le joindre. Et puis lui, il était peinard. En fait, il avait zappé. L'alarme avait sonné, mais il avait zappé, il était tranquille. Voilà. Moi, j'étais très fâchée comme maman. Je dis quand même, vraiment, là, je sais plus, il avait 10 ans quand même à cet âge-là. Puis on avait mis les alarmes, on avait dit que j'étais très fâchée. Et le directeur m'a donné une leçon que j'ai trouvée absolument géniale. Parce que je me sentais mal aussi vis-à-vis du directeur qui, pendant 30 minutes, l'attendait, avait mis un petit peu en pause sa classe, tout ça. Il m'a dit, mais ne le gronde surtout pas. Ne le gronde surtout pas, parce que le fait qu'il vienne à l'école à vélo, c'est génial. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et si on le gronde, si toi ou moi, on lui fait remarquer qu'il aurait quand même pu se responsabiliser un peu plus ou tout ça, ça va faire l'effet inverse. Donc au contraire, c'est pas grave. Et les retards en école primaire étaient jamais graves. C'était toujours considéré préférable que l'élève arrive pas trop stressé, pas trop crispé, parce qu'il y a ses parents qui ont dû le lever 2 heures plus tôt pour réussir enfin à être à l'heure. Non, non, mais écoute, c'est pas grave, c'est du primaire. Et c'était même organisé, c'était un temps de lecture ou plutôt partage la première heure pour que ça permette, mais pas seulement à l'école maternelle. Là, on parle, le primaire se fait jusqu'à 12 ans en Catalogne. Donc c'est à la fois assez déstabilisant, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais aller plus vite sur les derniers points qui sont plutôt techniques. On a aussi, entre le primaire et le collège, je ne sais pas si ça se fait ça en France, une passation d'informations, c'est-à-dire le directeur de l'école primaire va rencontrer systématiquement avec la liste des élèves qui vont dans ce collège et va présenter les élèves. Et il y a une passation d'informations, une transmission qui se fait. Il y a aussi les associations de parents d'élèves ou même les parents hors association de parents d'élèves qui peuvent venir tester la cantine. Et puis quand les parents râlent, la cantine, l'organisme de cantine est viré et puis on en prend un autre pour l'année prochaine. Il y a évidemment beaucoup d'adaptations pour les enfants avec autisme, TDAH et tout ça, pour les sorties scolaires, les classes vertes. Sur un plan plus structurel, il y a des classes qui sont faites avec des niveaux. Il y a 3 paliers. Le palier commun, ensuite il y a des niveaux pour maths et puis catalan, castillan, anglais et français. Et après, il peut y avoir aussi des suivis individuels.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, une anecdote aussi que je trouve géniale. À 11 ans, en primaire, on vient leur présenter, ils arrivent avec un sac et puis ils présentent, les tampons, les serviettes hygiéniques, les cups, différentes formes, différents styles, à toute la classe, y compris les garçons. En fait, ça rend la chose super naturelle. Peut-être même ça se fait à 10 ans. Disant, bah voilà, les filles, elles ont leurs règles, ça va arriver, il y a différentes protections, etc. Ce qui donne des choses assez géniales que ma fille m'avait racontées. Une de ses copines de classe au collège qui se lève, qui fait signe qu'elle doit aller aux toilettes. Le prof lui dit OK. Elle prend dans son sac une serviette hygiénique. Il y a un ou deux garçons qui ricanent un petit peu. Elle se retourne. Mais c'est couillon ou quoi? Alors, c'est pas couillon parce que c'était en catalan, évidemment. Mais dit, mais en fait, ce sont les garçons qui sont passés pour des idiots de rire. Elle les a regardés et dit, mais enfin, vous riez d'un truc absolument naturel, c'est vraiment vous les idiots. Ils se sont sentis tout bêtes. Et ça aussi, ça fait partie de l'espèce de normalisation des choses du corps, que ce soit les règles, que ce soit la nudité. Je suis pas en train de dire que c'est une normalisation de la nudité, mais enfin, il y a, il y a des choses qui sont beaucoup vécues avec, et faites avec beaucoup plus de simplicité, et y compris justement sur le handicap. Maintenant, des exemples d'adaptations qui sont faites au collège pour des élèves avec ce profil-là. Rentrer par l'entrée des profs plutôt que par l'entrée générale. Passer par l'escalier des profs ou prendre l'ascenseur dans un grand collège plutôt que les bousculades et les cris, le bruit. Ne pas aller à la piscine parce qu'au niveau sensoriel, c'est pas possible, les sons qui résonnent, ou alors l'eau, ou alors parce qu'il y a des difficultés par rapport au vestiaire. Ne pas faire une activité sportive ou ne pas faire une activité en groupe pour les raisons qui concernent l'enfant en particulier. Avoir la possibilité de sortir de la classe et d'attendre dans le couloir, ou d'aller se réfugier dans une pièce isolée ou dans un petit coin spécial tranquille, parce qu'il y a saturation, parce qu'il y a énervement, parce qu'il y a besoin de solitude. Avoir l'autorisation de ne jamais sortir au récré pendant tout le collège et tout le lycée, et de passer ses récrés dans une pièce seule à lire. Aller dans les WC des profs plutôt que dans les WC des élèves pour la question de l'odeur, la question du calme. Travailler, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis la maison, etc. Les classes font plutôt entre 22 et 25 élèves. Euh, dans... Pour mon fils, par exemple, chaque année, il y a la directrice lui présente la classe, discute. Ils essayent d'adapter les classes en fonction des personnalités pour quand il y a des conflits entre certains élèves. Ben, ils font gaffe, en fait. Ils mettent pas les élèves harceleurs avec les élèves harcelés, etc. Et quand ils vont en colonie de vacances, non, c'est pas colonie de vacances, ils appellent colonie, en fait, on dit les classes vertes. Donc, j'ai marqué colonie, mais ils peuvent choisir les chambres. Voilà, il y a une grande simplicité aussi dans le dialogue entre les profs et les aménagements qu'on met en place. Brièvement, par rapport au HPI ou au potentiel intellectuel, les tests peuvent se faire à l'école, voire sont passés par la psychologue scolaire, sont proposés par l'école. Ça peut se faire aussi dans le public, au CMP, ça peut se faire dans le privé. Mais parfois, c'est directement les enseignants qui proposent. À l'inscription au collège, sur le formulaire d'inscription, moi j'ai été assez surprise, mais il y a du déclaratif. Est-ce que votre enfant présente un trouble neurodéveloppemental? Est-ce que votre enfant est altas capacidades, haute capacité, donc HPI? Bah oui. Bon, voilà. Dans notre cas, moi, la secrétaire m'a appelée pour me dire il y a eu un bilan psy. Je fais oui, ok, c'est bon, c'est tout, fin de l'histoire. J'ai même pas eu à transmettre le bilan. Il n'y a pas de pathologisation du HPI. Alors il y a certains profs qui ont un petit peu ce cliché qu'un élève avec des bonnes capacités, il faut le faire travailler plus. Ben non, il faut le faire travailler différemment. Ça va un peu le frustrer si on lui donne à faire le double d'exercice alors qu'il a compris un petit peu avant les autres. Bon, mais globalement, c'est plutôt bien accompagné, je dirais.
Et on arrive à la partie santé, l'équivalent MDPH aussi, évidemment ça ne s'appelle pas comme ça ici. Je vais vous mettre ça dans le même chapitre. Ici, quand on est autiste, qu'on a un TDAH, aussi du diabète, SED, syndrome d'Ehlers-Danlos, enfin, quel que soit le trouble ou la difficulté, qu'il soit physique ou mentale, on peut demander la carte Cuidam. Cuidam, ça veut dire prends soin de moi en catalan. Et c'est une sorte de carte vitale prioritaire. C'est comme la carte post-pro, vous savez. Donc ça fait coupe-fil. Ça fait que vous avez que la personne porteuse de l'enfant ou le jeune porteur de la carte a plus de temps. Il prévoit automatiquement dans le système informatique plus de temps pour la consultation. Souvent, les consultations, alors là, mais c'est absolument incroyable, les consultations sont à 2 médecins. Consultation rhumatologie dans le cadre d'un suivi pour un diagnostic et suivi du syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, qu'est-ce que c'était? Neuropédiatre et rhumatologue, les deux. Échographie cardiaque, on a le cardiologue et une infirmière, ils passent 30 minutes à 2. Les consultations gynécologie, il y a systématiquement une gynécologue et une sage-femme. Il y en a toujours 2 qui se complètent, qui se posent des questions. Un examen, quand il faut passer un tube dans la gorge ou des choses comme ça, là aussi, toujours 2 personnes. Une qui tranquillise, une qui répond aux questions. Et quand ce sont 2 médecins, vraiment, leur approche se complète. C'est assez étonnant. Cette carte Cuidam, elle fait aussi coupe-fil dans les rendez-vous, c'est-à-dire que les rendez-vous sont donnés beaucoup plus vite. Les rendez-vous pour les examens médicaux aussi, quand il y a des radios à faire ou des choses comme ça, sont donnés beaucoup plus vite. Il m'est même arrivé quelque chose ça m'a beaucoup émue parce que quand on est aidant et qu'on porte ses enfants et qu'on a été, j'ai pas besoin de vous expliquer, si vous, si vous l'êtes vous-même, vous savez exactement de quoi je parle, qu'on a été quand même pas mal maltraité par le système médical. Un jour, avec mon fils, on avait une prise de sang à faire tous les 2. Et c'était d'ailleurs la 3e fois qu'on devait y aller, parce que les 2 autres fois, ça avait été assez compliqué, ça n'avait pas passé. J'avais dit, écoute, là, il faut vraiment faire la carte coupe-fil, en plus, t'es à jeun et tout ça. Donc, il aimait pas trop l'utiliser, parce qu'évidemment, cette carte, on l'utilise ou pas, hein. Et on l'a utilisé, il a été super bien pris en charge pour sa prise de sang. Et moi, j'ai dit à l'infirmière, moi aussi, j'ai une prise de sang à faire. Et j'ai pas réalisé que, bah voilà, moi, j'ai pas la carte coupe-fil, donc je pense que je vais l'accompagner en voiture. Il va prendre son petit déjeuner tranquille, et puis moi, je reviendrai. Elle me dit, mais non, madame, vous êtes une aidante, vous êtes prioritaire aussi, vous restez, on vous prend en charge tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il y a aussi une écoute du patient que je trouve assez géniale. Moi, ça m'est arrivé souvent de venir avec des documents, enfin surtout les derniers temps où j'étais beaucoup plus informée, d'arriver avec des documents, avec des études ou avec des choses auxquelles j'avais eu accès dans mon métier, j'avais traduit, j'avais fait un petit document. C'est lu, c'est pris en considération, on en reparle au rendez-vous suivant, on est écouté, on co-construit, on avance ensemble. Diagnostic du SED, pour ce que je vois et j'entends qui se passe en France, beaucoup plus rapide. Il y a aussi un truc très appréciable, c'est la non-remise en cause du travail des confrères. Que ce soit dans le parcours de soins, que ce soit au niveau de la carte de discapacitat, donc l'équivalent de la carte de MDPH, le soignant ou le psychologue ou l'assistant social qui fait les choses ne va pas dire moi je remets en cause, il n'y a pas une équipe qui dit nous on évalue différemment, ok, le confrère a marqué ça, donc on prend en compte les choses comme ça. Après ça, je ne sais pas si c'est très important comme information, j'ai marqué qu'au niveau du passage pédiatrie à médecine adulte. Au niveau du psychologique, ça se fait à 18 ans, mais c'est pas 18 ans ferme. C'est-à-dire quand il y a un suivi, quand il y a un groupe qui fonctionne bien, ça peut pousser jusqu'à 19 ans. C'est pas grave, c'est personnalisé. Et ça, c'est super agréable. Par contre, c'est beaucoup plus ferme au niveau du somatique. À 15 ans ferme, dès le jour d'anniversaire, le jeune n'est plus suivi par un pédiatre, mais passe avec le médecin de famille. Autre chose, dans les examens gynécologiques pour les jeunes, il n'y a aucun forcing, quel que soit l'âge et la pathologie. Il n'y a aucun forcing.
Même s'il y a un examen à faire et que la personne n'est pas prête, on ne le fait pas. Il y a une délicatesse, une espèce de pudeur, autant, c'est très étonnant, autant la nudité, le corps, ils sont beaucoup moins coincés les Espagnols, mais autant dans les examens, on nous fait nous déshabiller derrière un rideau, on nous donne un drap qu'on nous fait mettre dessus, avant de soulever le drap, on nous demande systématiquement, ils sont hyper délicats, même pour mettre la main sur le ventre, je vais mettre ma main sur ton ventre, pour ça, est-ce que tu es d'accord? Avec chaque fois, est-ce que c'est OK? Et ils prennent le temps d'attendre. Et quand on a une personne autiste qui prend du temps pour dire si elle est d'accord ou pas, qui des fois dit bah, je ne sais pas, ou là, c'est pris en compte. Donc c'est hyper tranquillisant. Les rendez-vous, autre domaine, les rendez-vous avec le psychiatre, que ce soit dans le privé ou dans le public, on les obtient sous 1 mois en moyenne et ils durent 1 heure. Et puis une dernière chose sous forme d'anecdote que j'ai trouvée assez extraordinaire pour le suivi de ma fille. Notre médecin de famille, donc dans le public, me dit pour le suivi de traitement, me dit écoute, tu viens avec ou sans elle, si elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas venir, il n'y a aucun problème, tu viens à sa place. Il me dit, alors lui il ne parle pas catalan, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne parlent pas catalan, y compris chez les professionnels, mais en général ils comprennent le catalan. Donc il me dit, lo dejo entre tus manos, je le laisse entre tes mains, c'est toi qui vois. Et vous voyez la différence avec une approche plus psychanalytique en France, où ça passerait pas forcément. Quand on a une maman qui vient pour parler à la place de sa fille, ça serait interprété un peu différemment. Il faut quand même que je vous dise que ce médecin, j'ai fini par le cuisiner pour dire mais comment ça se fait que tu comprennes aussi bien? Et le profil m'a dit mais j'ai une fille qui est un peu plus jeune et qui a un profil assez proche de celui de ta fille. Donc évidemment, ça joue aussi. Mais globalement, même avec les autres médecins, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Et ça fait un bien fou. Concernant maintenant les formalités administratives type MDPH, il n'y a pas de dossier MDPH comme on a en France. C'est un formulaire qui fait 2 pages, qui est rempli à l'équivalent du CMP, avec l'assistance sociale qui travaille en lien avec le psychologue ou le psychiatre. Donc c'est assez rapide. Une fois que c'est eux-mêmes qui vont envoyer ce formulaire, dans notre cas à Gérone, au centre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Eux, ils traitent ça et une fois que c'est traité, on a une convocation. Alors là, pour le coup, ça peut prendre 1 an. On a une convocation par lettre recommandée. Et là, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la poste qui ne fonctionne pas du tout. Moi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous avez reçu le recommandé? Je dis, pas du tout. Mais vous êtes convoqué demain. Ah bah merci de m'avoir appelé. Voilà. Mais en même temps, ils savent que la poste ne marche pas, donc ils envoient des recommandés parce qu'il faut, ils appellent aussi. C'est formidable. Donc on a une convocation, on a à la fois un rendez-vous avec le psychologue et dans un autre bureau, un assistant social. Donc l'enfant est accompagné de son ou ses parents. Les locaux sont absolument magnifiques. Les toilettes sont hyper propres. Il y a des distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons gratuits dans les toilettes. Il y a plein de détails comme ça qui font que on se sent déjà respecté, accueilli. Et puis l'assistant social, en fait, il vous explique tout ce à quoi vous avez droit. On n'a pas l'impression de demander, en fait. C'est plutôt... Alors, il faut savoir aussi qu'ici, un TSA, c'est minimum d'office 33%, et 33%, c'est l'ouverture des droits d'office. Et donc, l'assistant social, évidemment, quand il y a en plus un trouble anxieux généralisé, quand il y a quand il y a un TDAH, quand il y a un CED, des pathologies somatiques, eh bien, ça monte. Ce 33%, c'est l'ouverture des droits, et l'assistant social dit, ben voilà, vous avez droit à tout ça. Pour un majeur, ces droits, ils sont accordés de façon indéterminée, et ça peut, à la demande du patient, être réévalué tous les 2 ans. Et je vous ai dit que ça prenait 1 an pour obtenir le rendez-vous, mais c'est rétroactif. Donc c'est pas grave, même si ça prend 2 ans, c'est rétroactif, et c'est intéressant parce qu'au niveau des impôts, ça donne un enfant avec un handicap à partir de 33%, c'est une double part d'imposition, ce qui fait
dans mon cas, par exemple, j'ai pas 2 enfants, j'en ai 4 puisque les 2 comptent double. À partir de 3, famille nombreuse, ce qui ouvre aussi d'autres avantages. Alors, je parle d'avantages, là, pour le coup, il me semble que c'est quand même vraiment, inférieur à ce qui est donné en France. Il y a pas beaucoup, en fait. Sur les impôts, quand on en paye, ça vaut le coup. Il y a pas de frais d'immatriculation sur le véhicule. Si, un de mes enfants, a besoin d'un véhicule, il n'aura pas besoin de payer les frais d'immatriculation, qui sont pas excessivement chers non plus, c'est dans les 300 €, donc voilà. Il y a des réductions sur les trains, sur les bus, ça c'est intéressant. Et il y a aussi quand même, ça c'est quand même une super aide, il y a une bourse qui peut être obtenue, qui donne 1 000 € par an, et qui est obtenue, là c'est un petit peu comme la MDPH, pour financer, les devis de prise en charge. Il y a aussi des bons pour la culture, autour de 300 € pour, voilà, avoir accès à différentes choses, culturelles, et avec certaines compagnies d'électricité, il y a des rabais. Alors, je vous ai dit que c'était moins que ce qu'il y a en France. En fait, je ne suis pas si sûre. Ce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, ce sont les allocations adultes handicapés, ou voilà, ou peut-être que je connais encore pas assez le thème. Je conclus en vous disant, en vous rappelant que tout ça, c'est quand même très personnel-dépendant. Ça dépend des interlocuteurs qu'on a en face de nous. Le système, globalement, je le trouve vraiment euh, bien traitant. Ils essayent de bien traiter. Ça fait du bien. Mais on peut toujours tomber sur des gens qui comprennent rien en face. On peut avoir des incompatibilités de caractère. On peut avoir des gens qui ne sont pas formés ou informés. Ça arrive. Et voilà, avec 2 enfants, nous, on a quand même des expériences très différentes. Et il y a eu aussi des choses difficiles, des choses très incomprises. Donc, je ne veux pas vous vendre du rêve et vous dire que c'est forcément génial. Je dirais que vraiment, globalement, les relations sont plus simples. Il y a plus d'écoute du parent, il y a plus de dialogue, de prise en compte de ce que dit l'enfant, de volonté de lui faciliter les choses, prise en compte du diagnostic aussi, très peu, très très peu de psychanalyse. C'est quand même très facilitateur. Je trouve que ça fait des familles mieux accompagnées, qui ne sont pas sous la tension du jugement, sous la tension de la remise en cause de la posture ou de l'IP. Ça donne plus d'énergie pour soi, pour sa famille, pour ses projets. On est moins en mode survie et plus, il y a plus de vie. En conclusion, je ne vais pas reprendre la liste des choses chouettes qui existent dans ce pays. Non, je voudrais simplement dire 2 choses. Écoutons les familles, écoutons les enfants. Arrêtons de poser des jugements à l'emporte-pièce et d'imposer des prises en charge ou d'imposer des postures. En foutant la paix aux familles, elles se sentiront moins menacées, elles se sentiront moins en danger, sous tension. Les enfants iront mieux, les parents auront plus de ressources pour adopter la bonne posture. Et ça m'amène à la seconde chose, et ça c'est mon illustration personnelle de ce que je viens de dire. Parfois on me demande comment j'arrive à faire tout ce que je fais. Eh bien j'y arrive entre autres parce que globalement justement on me fiche la paix. Ne pas être constamment questionné dans ma posture, remise en question, être écouté, être prise au sérieux par les professionnels. Ne pas être en état d'alerte lorsque je marche dans la rue, lorsque je conduis ou quand je me rends dans une administration. Aller en toute confiance à une réunion ou un rendez-vous sans craindre le signalement parce que je fais autrement qu'une certaine norme avec mes enfants. Savoir qu'on sera en général écouté et soutenu. En gros, vivre dans un endroit où mon quotidien n'est pas fait de micro et macro-agressions. Ça me permet justement de vivre. C'est fou l'énergie qu'on a quand on n'a pas la nécessité constante d'être en mode alerte ou en mode survie, ni en mode défensif. Voilà, j'espère que les mots de cet épisode vous accompagnent, vous donnent un petit peu d'espoir sur des choses qui peuvent bouger ou qui peuvent se faire autrement, ça existe. Ne restez pas seul. Vous pouvez m'envoyer un message sur hello@mayael.org pour demander par exemple à rejoindre le groupe Discord qui s'est formé autour de ce podcast pour échanger avec d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale si besoin, parce que parfois on a besoin de faire le chemin à 2. Et plus concrètement, si vous avez des questions sur des choses pratico-pratiques, eh ben mettez-les en commentaire. Et d'ailleurs, en fonction de vos questions, peut-être que j'agrémenterai, je mettrai dans les ressources de cet épisode des sites qui vous renseigneront un peu mieux.
Vous êtes toujours là? Bon, allez, un mini bonus sur les ordonnances et la pharmacie en Catalogne. En Catalogne, votre ordonnance, dans le public toujours, votre ordonnance, elle est actualisée directement sur la carte de sécurité sociale, donc l'équivalent de la carte vitale en France. Quand vous allez à la pharmacie, vous présentez votre carte qui est flashée, ça montre directement sur l'ordinateur du pharmacien ce qui est à renouveler, ce qui est disponible. Quand vous avez un traitement mensuel, par exemple, on vous dit, ben là, c'est trop tôt, ce qui vous empêche de prendre 2 ou 3 boîtes d'un coup. Ou vous allez pour chercher une boîte de quelque chose, on dit, bah là, je peux déjà te donner ceci en renouvellement, est-ce que tu le veux? Ok, je le prends. Donc pour les gens qui sont un petit peu tête en l'air et qui ont tendance à perdre leur papier, leur ordonnance, il n'y a absolument aucun problème. Vous sortez de la consultation avec une ordonnance papier, mais qui n'a que valeur d'aide-mémoire ou pour mettre sur le frigo, pour vous rappeler, parce que vous allez tout retrouver sur votre app et le pharmacien va tout voir sur votre carte. Et si vous avez oublié votre carte, une photo de la carte suffit, parce qu'avec le numéro, il vous retrouve. Et si vous ne voulez pas vous déplacer pour rien à la pharmacie, vous vous envoyez, moi je le fais régulièrement, j'envoie un WhatsApp à mon pharmacien, je dis ben voilà, il y a ça et ça qui va sortir. Est-ce que tu les as? Je les aurai le lendemain. J'y vais le lendemain, je présente la photo de la carte et on me délivre les médicaments. Et là, en termes de papier, c'est aussi plus simple parce qu'on paye la part restante. Point final. Il n'y a pas de papier à envoyer, il n'y a aucun document à faire ou démarche à faire auprès de la Sécu, de la mutuelle, rien. Alors c'est clair que ce système-là, quand on est un parent un petit peu surbooké, ou qu'on travaille, ou que c'est difficile les relations sociales, ou qu'on doit optimiser nos trajets, ou qu'on a tendance à oublier les choses, c'est super pratique parce qu'il y a toujours une solution et c'est vraiment très simplifiant. Et donc ça réduit beaucoup de charge mentale et d'anxiété, je trouve. En fait, c'est délicat ce genre d'épisode. J'arrête pas d'essayer de finir et de ne pas réussir, d'avoir encore plein de choses à vous dire. Il y a tellement de détails, de choses à raconter, il y a tellement de nuances aussi à apporter, c'est pas possible. Donc je vais me contenter de ça, vraiment. N'hésitez pas en commentaire à commenter, à ajouter vos expériences, ça va être super intéressant. Nous, on se retrouve dans 15 jours. J'ai pas encore décidé. Je crois que je vais mettre un petit sondage, vous me direz ce que vous préférez. Dans les 3 thèmes suivants, la sexualité et autisme. Pourquoi c'est difficile? Autre thème, c'est pas dans la sexualité. Pourquoi c'est difficile de passer à autre chose quand on est autiste? Cette espèce de bug, de fixette sur quelque chose. Et puis la notion de handicap. Qu'est-ce que c'est le handicap? Est-ce qu'on est handicapé ou non? Quelle est la définition du handicap dans notre société? Allez, vous me direz. Passez un bon samedi si vous l'écoutez le jour de sortie et sinon une bonne semaine et à très vite.